Alors, on va regarder le cas de la diffraction par des ouvertures multiples dans le cas unidimensionnel ici. Donc, les ouvertures dans le cas unidimensionnel, c'est essentiellement des fentes. Alors, c'est parti. On recommence par récapituler un petit peu ce qui se passe pour une fente simple. Ce que je vous rappelle, c'est qu'on avait vu que, en vert, c'est l'espoir, que l'amplitude au point M où on veut la prédire, elle est proportionnelle à, alors pour une fente simple, on y va direct, c'est unidimensionnel, on met la transmittance ici, de x', exponentielle moins 2i pi, et puis normalement ça peut être du x' sinus θ sur lambda. Ici on va plutôt directement écrire que c'est x' sur lambda z, dx'. Autrement dit que c'est l'ATF de la transmittance pris en x sur lambda z. Voilà. Mais dans le cas de la fente simple, donc ça c'est la formule générale qu'on va appliquer en réalité. Dans le cas de la fente simple, la transmittance, c'est simplement la dilatée de la fonction porte d'un facteur a. Du coup, t tilde, c'est en fait, quand on applique la formule de dilatation, pi tilde de x ax sur lambda z, puisqu'il faut remplacer nu par x sur lambda z. Il faut prendre la TF en nu sur lambda z. Et ça, on sait que la transformée de Fourier de la fonction porte, c'est sinus cardinal de pi nu, si on la prend en nu. Donc ici, on a sinus cardinal de pi ax sur lambda z. Bien. Si maintenant, on décidait de... On se demande ce que ça fait quand on décale la fente. Alors en réalité, décaler la fente légèrement, parce que ce déplacement est en réalité négligeable par rapport à la taille de la figure de diffraction, et pas que, mais en réalité, ça ne doit pas bouger la figure de diffraction. Alors pourquoi? Parce qu'il s'agit juste d'une translation. Prenons comme exemple une transmittance t de x, donc, qui s'écrirait fonction porte de x moins x0 sur a. Ça veut dire qu'elle a d'abord été dilatée, puis on a translaté, et maintenant la fente est centrée non pas en 0, mais en x0. Alors, quand on cherche la transformée de Fourier de t tilde, si on prend par exemple t tilde de nu, on remplacera nu à la fin par x sur lambda z, on sait d'abord appliquer la formule de translation. On défait les choses dans l'ordre inverse de celle de quand on les a faites. On a commencé par dilater puis translater, donc on translate d'abord. Donc la formule de dilatation, c'est que c'est exponentielle moins 2i pi nu x0. Et ensuite, on a toujours la transformée de Fourier de la dilatée de la fonction porte. Et donc ça donne a exponentielle moins 2i pi nu x0. Et on a sinus cardinal de pi ax de pi a nu. Ok. Et évidemment, le nu, il va falloir le remplacer par x sur lambda z. Bien sûr. Ce qu'on peut voir évidemment, c'est que tout ce qui a changé, c'est l'apparition de ce facteur-là. Donc on a une figure de diffraction dont l'amplitude est simplement la même que celle de la fente à une phase près, de la fente seule centrée à une phase près de zi pi x0 sur lambda z. Alors en fait, ça peut valoir le coup finalement de refaire apparaître un tout petit peu, de dire que x0 sur lambda z, c'est en fait x fois, c'est x0, c'est x0 sur lambda multiplié par, c'est x sin θ.
Parce que là, on est en unidimensionnel et x sur z, c'est à peu près sin θ. Et quand on fait ça, bien, ce qu'on voit, c'est que la phase qu'on a introduite, c'est pour notre fente, la fente initiale, elle était peut-être ici. La fente finale, elle est centrée sur x0. Donc on a décalé de x0 et finalement, on s'aperçoit que x0 sinus θ, et ben en réalité, c'est la différence de marge qu'il y a ici. Dans l'approximation par axiale. Donc en réalité, cette formule de translation, ce qu'elle a fait apparaître, c'est le terme de phase qu'on avait tendance à faire apparaître quand on faisait des fentes Young ou des choses comme ça, et dans l'approximation par axiale, quand on projette pour chercher la différence de marge. Donc ça contient tous les ingrédients de ce qu'on faisait quand on faisait juste des interférences. Alors c'est pas anormal, quelque part, on est d'accord que l'intégralité du facteur exponentiel moins 2i x' sur lambda z, il est construit comme ça, il est construit en faisant ce raisonnement. Donc c'est normal qu'à la fin on le retrouve pour la transmittance. Mais évidemment, l'intensité en m, dans les deux cas, que la fente ait bougé ou pas, elle est simplement proportionnelle au sinus au carré de pi à x sur lambda z, donc il n'y a aucune différence entre les deux. Tout ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un déphasage. Donc ça n'a aucune conséquence, a priori. Et ça, c'est tant qu'on s'occupe de la fente simple. Quand on va s'occuper de la fente double, ça va changer les choses. Alors j'ai représenté ici, pour mettre les choses en place, la figure de diffraction d'une fente simple, qui est presque infiniment longue. On voit la tâche centrale ici. Oups. Et puis les tâches secondaires ici, qui sont 2 fois moins larges. Bref, tout ce qui est standard. Voilà. Alors maintenant, on va prendre 2 fentes. Quand on prend 2 fentes, bien sûr, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va faire le calcul intégral, c'est-à-dire qu'on va dire que on va scinder, on va dire que l'amplitude au point M, c'est l'intégrale de... Alors, j'ai besoin quand même de dire où sont les fentes, comment sont les fentes. Allons-y, hop, hop, je vais placer... Ah non. Je vais placer hop, mes fentes. Alors, on va mettre l'origine, pas du tout ce que je voulais, l'origine du repère ici. La première fente, là, et la deuxième, là. Bien, hop, hop. La largeur de chacune des fentes, on va l'appeler A. Et la distance entre les centres des fentes, on va appeler ça D. Donc là, on a moins D sur 2 moins A sur 2. Là, on a moins D sur 2 plus A sur 2. Ici, là, on a D sur 2 moins A sur 2. Et là, on a D sur 2 plus A sur 2. Si on suppose qu'on éclaire la fente en incidence normale, il doit y avoir forcément une amplitude A0 qui est uniforme tant qu'on est au niveau des fentes. Donc il faut sommer de moins D sur 2 moins A sur 2 à moins D sur 2 plus A sur 2 exponentielle moins 2i pi xx' sur lambda z, toujours posé si on veut que x sur z c'est sinus θ, dx'. Plus ce qu'il faut pour la deuxième fente, c'est-à-dire qu'on a du d sur 2 moins a sur 2 à d sur 2 plus a sur 2 de la même chose, c'est-à-dire a0 exponentielle moins 2i pi xx' sur lambda z dx'. Je vous prends que c'est un lambda. Ok. Donc bien sûr on pourrait faire ce calcul, mais ça va être pénible parce que finalement ça va être pénible parce qu'en réalité ça va faire des calculs qu'on connaît déjà quand on veut utiliser la formule de translation, de dilatation, et on va retrouver finalement un sinus cardinal en recalculant quelque part la TF du sinus cardinal, donc en refaisant complètement la démonstration. Bien sûr c'est possible. Mais il y a autre chose à faire, c'est de poser
que la transmittance, ici, c'est simplement une fente de largeur A centrée en D sur 2. Celle-ci, comme c'est moins D sur 2, ça veut dire qu'elle est centrée en D sur 2. C'est une translation de D sur 2. Plus une transmittance de fente de largeur A, mais centrée en moins D sur 2. Du coup, on sait aussi qu'en réalité, tout ce qu'on a calculé, c'est la TF de T. Et ça va donner, comme la TF est linéaire, donc ça va nous donner que c'est la TF de ça. Alors évidemment, c'est prise en x sur lambda z. Donc la TF de... Oui, alors c'est pas... Ok. Admettons, pour choquer personne, on va dire que c'est des x' ici, mais c'est pas grave, c'est une variable mette. On prend bien en x sur lambda z, mais donc ça va être la TF de x' moins d sur 2 sur a, tilde, pris en x sur lambda z, bien sûr, plus, parce que la TF est linéaire, la fonction porte de x' plus d sur 2 sur a, prise en x sur lambda z. Ouh. Ah non, le tilde, il va pas... Ouais, il faut être libre. Voilà. On fait les calculs comme d'habitude. Alors là, c'est pas trop dur. La seule chose, c'est qu'il faut commencer par une translation. Et puis ensuite vient la dilatation. Et puis on trouve la TF de la fonction porte. Donc on va écrire le terme de translation. Ici, c'est moins 2i et c'est une translation de d sur 2. Donc on se retrouve avec du x d sur 2 lambda z. Ensuite, il faut multiplier par la TF de pi de x' sur a. Alors écrivons-le comme ça. Évidemment prise en x sur lambda z. Et puis on fait la même chose pour l'autre. Et l'autre terme, c'est strictement pareil, sauf qu'il y a un plus là. Parce que c'est une translatée de moins d sur 2. Et on se retrouve avec la même TF, ici, une fois qu'on a supprimé, finalement, la translation. Donc on peut factoriser. Alors, je vais directement factoriser et mettre ces deux termes là. Et je vais aussi les calculer directement, puisqu'il s'agit exactement de la même chose qu'au slide précédent. En termes de calcul, c'est A sinus cardinal de pi AX sur lambda z. Ça, on l'a vu. Fois, et bien on se retrouve avec une somme de deux exponentielles. Exponentielle de I pi xd sur lambda z plus exponentielle de moins I pi xd sur lambda z. Et ça, à n'en pas douter, c'est un cos. C'est cosinus de pi xd sur lambda z. Et donc ça y est, on a notre figure d'interférence. Quand on va vouloir prendre l'intensité, il va falloir mettre tout ça au carré. Donc on pourra écrire que si I égale I0, ça va être l'intensité au centre, sinus cardinal carré de pi AX sur lambda z. Et puis on aura un cos carré de pi xd sur lambda z. Sauf que le cos carré, là, je sais, il ne me reste plus beaucoup de place, c'est aussi égal à 2 fois 1 plus cos de 2 pi xd sur lambda z. Et là, sous cette forme-là, on reconnaît en fait la formule de Fresnel. C'est-à-dire le terme d'interférence qui nous donne l'interfrange pour les fentes Young. Donc dans le calcul interférentiel qu'on avait fait avec un bête raisonnement à deux ondes, en fait c'est un peu comme si on avait fait un calcul juste sur les termes de translation et pas les autres termes de translation qui sont là. Mais en sachant pas exactement par quoi il fallait les multiplier.
c'est-à-dire les termes, on va dire, de diffraction qui se trouvent ici. Dans notre raisonnement interférentiel, on fait un raisonnement que basé sur l'interférence entre les rayonnements issus des deux fentes, en supposant que c'était à peu près des ondes sphériques. Ce ne sont pas des ondes sphériques, ça on en est sûr, mais ça va donner un sinus cardinal. Mais simplement, le raisonnement à deux ondes qu'on avait fait, il est toujours valable et il est toujours là. En réalité, on le refait. En réalité, le fait de calculer le cos et de mettre un cos au carré quand on va prendre l'intensité, c'est refaire le calcul de la formule de Fresnel. Alors, si on regarde ce que ça donne, on voit qu'on a ici à gauche, ça c'est une fente. Une fente. Et là, c'est deux fentes. Elles ne sont pas hyper espacées. Donc là, on doit avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et si je ne me trompe pas, j'ai mis une distance qui est égale à environ 5 fois la taille entre deux fentes, la taille de chacune des fentes. Et on voit qu'on observe finalement la même figure de diffraction avec des tâches secondaires, mais modulée par un cosinus. J'essaie de le représenter. Et ce cosinus là, ça, c'est le terme d'interférence. C'est la seule fois où en fait on peut distinguer le terme d'interférence du terme de diffraction. Juste parce que là, on a l'impression dans cette écriture, sous cette forme, qu'on a un terme d'interférence qui se situe ici, et un terme de diffraction qui est plutôt celui-là, qui correspond au calcul avec le sinus cardinal. C'est le seul cas où on peut presque distinguer les interférences de la diffraction, sachant que c'est deux fois le même phénomène. En fait, les deux sont totalement indiscernables, mais on accède à un des deux termes par un raisonnement d'interférence à deux ondes, alors qu'on accède à l'autre terme par un raisonnement d'interférence à une infinité d'ondes. Donc, on peut dire qu'on fait de la diffraction, mais la diffraction, c'est le phénomène. De toute façon, l'objet qu'on a, les doubles fentes, diffractent, et ça donne une figure bien particulière et bien reconnaissable. Alors, maintenant, on va faire ce qui se passe pour un réseau. Alors, pour un réseau, si je dois dessiner un réseau, en termes de... Alors, ça va être un réseau de fentes pour moi. Hop. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des fentes. Hop. Ah, ouais, ça ne marche pas. Hop. Je vais faire... oui, je vais créer des fentes ici. Alors, ce que je noircis, c'est mes fentes. Oh, c'est moche. Ok. Mais bref, vous avez compris l'idée. Celle-ci, on va dire qu'elle est centrée en 0. Ça va être l'origine de notre axe des x. Voilà. Celle-ci, elle est à une distance que je vais appeler d. Et évidemment, elles sont toutes équidistantes. Et admettons qu'en tout, il y en ait n. Donc la transmittance de la nème fente, alors de la nème fente, alors ça c'est la première en bas, donc fente n, elle est centrée en fait en d facteur de n-1. Puisque la première elle est centrée en 0, la deuxième en d, etc. Et donc, sa transmittance va s'écrire x moins n-1 d sur a, parce qu'on va supposer là aussi que la taille des fentes est de a. Du coup, la transmittance maintenant du réseau,
donc, du réseau, ça va simplement être une somme des transmittances pour n allant de 1 à grand N. Voilà. Et donc ça, c'est la transmittance dont on va calculer la transformée de Fourier. C'est parti. Donc la figure de diffraction, puisque c'est ça qu'on cherche, elle est proportionnelle à la TF de la transmittance pris en x sur lambda z. Donc, comme c'est linéaire, ça va être une somme de n égale 1 à grand N de x moins n moins 1 d sur a tilde prise en x sur lambda z. On applique nos formules de translation, on obtient la somme de n égale 1 à grand N de exponentielle moins 2 pi. Et là, on a une translation, donc x, et puis il faut mettre là la valeur de la translation, et c'est le décalage, donc c'est n-1 fois d. Et on a ici tout ça, oui, il ne faut pas le prendre en x, pardon, c'est en x sur lambda z. C'est notre nu qui se trouve ici. Je le mets entre parenthèses. Et puis, à côté de ça, on a l'ATF de x sur a. Hop. Alors, il faudrait mettre x'. Si, en fait, cette variable-là, elle est muette, elle est juste là pour indiquer de quelle fonction on fait l'ATF. Et par contre, ça, il faut bien le prendre en x sur lambda z. Et il se passe la même chose qu'avec les deux fentes, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a un terme de translation qui est apparu et un terme de diffraction, si on veut, avec la figure d'une seule fente. Mais on peut le mettre en facteur, c'est-à-dire qu'on peut mettre des parenthèses ici. Et sous cette forme-là, on s'aperçoit qu'on a, alors lui là, il va venir là, on va le mettre devant, ça va faire A sinus cardinal de, je ne refais pas le calcul détaillé, pi AX sur lambda z. Et de l'autre côté, on va avoir une somme. Alors si je décale les indices, c'est une somme de n égale 0 à grand N moins 1, de exponentielle moins 2i pi xd sur lambda z, le tout à la puissance n. J'ai décalé les indices, du coup c'est plus n moins 1, c'est n. Et ça, on sait que ça, on peut appliquer la formule qui nous dit que c'est 1 moins exponentielle de moins 2i pi xd grand N sur lambda z sur 1 moins exponentielle moins 2i pi xd sur lambda z. Et on a vu ça, là on reconnaît en réalité la fonction réseau, c'est-à-dire ce qu'on avait fait en supposant l'interférence entre n motifs équirépartis sans spécifier ce que c'était ces motifs. Ici dans notre cas c'est des fentes, du coup c'est normal de voir apparaître la figure de diffraction d'une seule fente, mais là ça, ce qu'on a, c'est la fonction réseau qui est proportionnelle à un terme de phase près, à sinus de pi xt n sur lambda z sur sinus de pi. C'est ça. J'ai oublié comme c'est. Oui. C'est pi xd sur lambda z. Et il n'y a pas de 2 ici. Voilà. Vous pouvez vous reporter à votre cours pour voir comment on avait fait ça. On avait juste mis en facteur un exponentiel en haut et en bas, un exponentiel moins i pi xd n sur lambda z. Et en bas, on mettait exponentiel moins i pi xd sur lambda z, ce qui faisait apparaître des sinus. Voilà. Donc, voilà la figure de diffraction. C'est une façon de l'écrire. Alors, cette fonction-là, elle a en l'occurrence elle est un peu numériquement délicate à calculer, alors que ça, on peut bien le calculer, les termes d'interférence, si on veut. Alors, je les ai fait en vert, je crois, peut-être précédemment.
qui est le terme qu'on avait déjà calculé, vous voyez que c'est juste une somme d'exponentielles. C'est vraiment un truc de la forme somme des exponentielles i phi puissance n de n égale 0 à grand n moins 1. Et ça, c'est bien ce qu'on avait calculé quand on faisait des interférences à n ondes. Alors maintenant, on va regarder un peu ce que ça donne en termes de résultats. Ce qu'on voit quand on va comparer ici les deux fentes à trois fentes, c'est que finalement la structure globale reste à peu près la même, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les tâches ici, là, elles sont plus fines, elles sont plus piquées, mais la structure globale reste la même, c'est-à-dire que leur position reste la même. Elles sont juste plus piquées. Ça, c'est l'apparition du fait que maintenant qu'on a trois fentes, pour que les interférences soient constructives, les conditions deviennent un tout petit peu plus drastiques. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit parfaitement constructif. Là, on a un cos, on a quelque chose d'assez à gauche, quelque chose d'assez mou. Et donc, du coup, les conditions d'interférence constructive n'ont pas besoin d'être parfaitement respectées pour qu'il y ait quand même de la lumière. Là, ça commence à être plus difficile. Si on compare maintenant avec 4 fentes, vous voyez que ça, c'est encore plus petit. 5 fentes et 6 fentes. Voilà, ça a bougé. Mais on a quasiment juste des points, là. Et donc, sur un réseau standard, il y a des centaines ou des milliers de fentes. Elles sont bien sûr beaucoup plus proches les unes des autres, ce qui fait que les points sont beaucoup plus espacés. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on obtient qu'un réseau, en fait, crée effectivement sa transformée de Fourier d'un réseau, et ce, en fait, quel que soit le motif, c'est-à-dire ça peut être des fentes, ça peut être un réseau d'autres choses. Du moment qu'on a un réseau, on va se retrouver avec une figure de diffraction qui est juste constituée de points. Voilà, c'est ça qu'on avait déjà vu, ça c'est vraiment dû intégralement à la fonction réseau. Voilà.